les atouts et défis des espaces virtuels et leur intégration dans le réel. L'idée, c'est effectivement, fort de tout ce qu'on a pu tous mener comme expérience hybride, virtuelle, méta, fort de l'expertise de nos différents participants, eh bien, c'est de savoir comment on trouve des applications, quelles sont les limites, quelles sont les potentiellement parfois menaces de ces environnements, mais surtout les opportunités offertes par ce type d'expérience. Donc, je vais laisser la parole à Mohamed, à Mathias, Paul et Baptiste autour de ces sujets-là. Merci à toutes et tous de nous accueillir déjà. Merci aux équipes Microsoft, merci aux équipes Utilio pour tous ces événements très pertinents à chaque fois qui nous ouvrent complètement les chakras du nouveau monde du travail en tout cas. Je vais commencer par me présenter, mais très brièvement parce que là n'est pas le sujet. Je suis Mohamed Benkodja, je travaille pour le groupe OnePoint et collabore avec Utilio depuis maintenant un peu plus de 3-4 ans, hein, Imen. On a eu de très très belles réussites ensemble, notamment un prix qu'on a pu gagner grâce au produit Virtual Agent, qui est un chatbot qui répond à toutes les questions liées à l'environnement du collaborateur, l'environnement de vie finalement qui aujourd'hui est de plus en plus hybride. Plus précisément sur moi, je me charge aujourd'hui des sujets autour du People Experience chez OnePoint. Donc on va avoir plusieurs volets à adresser, à la fois les sujets RH, les sujets autour de la tech, les sujets autour des transformations organisationnelles et managériales, et puis plus précisément, mon scope, c'est vraiment la digital adoption, c'est comment on arrive à mettre la technologie entre les mains des collaborateurs. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'intervenir auprès de Mathias, qu'on a déjà vu il y a quelques minutes, à qui je veux bien repasser la parole pour que tu puisses nous dire qui tu es au final et ce que tu fais dans ton quotidien. Donc, comme je l'expliquais, moi je suis Customer Success Manager depuis bientôt maintenant 1 an chez Microsoft, avec une conviction chevillée au corps que les outils, sans la prise en compte de l'humain derrière, ne sont rien. Et c'est un peu ce qu'on essaie de travailler dans notre quotidien. C'est dire, d'accord, quels outils, mais en fait, pour quels besoins, pour qui, comment on conduit aussi le changement. Parce que voilà, mettre en place un nouvel outil et dire aux gens, bah voilà, maintenant vous en servez, c'est comme ça. Ça n'a jamais fonctionné. Il y en a toujours qui tentent, mais ça n'a jamais fonctionné. Et donc voilà, heureux aussi de pouvoir participer à cette table ronde pour pouvoir, bah voilà, apporter cette vision Microsoft qui est de dire oui, nous on est éditeur de logiciels. Évidemment, à la fin, il y aura nécessairement une licence ou un outil, mais avant d'en arriver là, il y a beaucoup de questions à se poser, il y a beaucoup d'étapes à se franchir et c'est un peu les facteurs clés de succès à mon avis. Merci Mathias. Techniquement, donc, on va suivre l'ordre qu'on a sur le slide. On passe la parole à Paul, qu'on connaît déjà. Oui, on s'était parlé effectivement la dernière fois. Donc Paul-Antoine Milhomme, donc je travaille chez Forvia. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est le 7e plus gros constructeur équipementier automobile, pardon. Vous avez une chance sur 2 d'avoir un produit Forvia dans votre voiture. Autrement, vous savez ce que vous devez faire. Voilà, donc je m'occupe moi du Digital Workplace. Qui est en plein dans notre sujet. Avec Vitivio, on a quelques sujets assez sympas. Donc, on avait parlé la dernière fois, la Search App dans Teams, et on travaille beaucoup avec vous sur la V2, on va dire quelque part, puisque on a ouvert notre Azure OpenAI, nos services Azure OpenAI, pour effectivement passer maintenant à une application Teams qui utilise toutes les fonctionnalités et la révolution de type chat GPT. Là. Donc, beau sujet ensemble. Merci pour ta confiance, Paul, et la confiance des équipes Forvia autour de ces sujets innovants. Voilà, et ça bouge beaucoup en ce moment. Donc là, entre Microsoft qui nous apporte des choses toutes les 5 minutes, ça va assez vite. Et du coup, je suis ravi effectivement d'intervenir. On a les problématiques d'une organisation qui est sur 30 pays, sur 300 ou 400 sites, avec une spécificité peut-être par rapport à d'autres, qui est l'industriel, c'est-à-dire à la fois des équipes qui sont très présentielles par construction, des équipes qui sont connectées, des équipes qui ne sont pas connectées, et donc de faire vivre effectivement tout ce petit monde dans un seul espace, finalement. Merci, Paul.
Et puis on passe à Baptiste, qu'on connaît également, hein, Oui, effectivement, j'étais comme Paul. Witivio et Microsoft. C'est On ça, a notre effectivement. serviette. C'est ça, une entrée gratuite au bout de 10. Baptiste Talandier, donc je suis associé directeur de projet innovation chez Yazagora. On est une petite structure de conseil en innovation. Notre métier, c'est de dynamiser le collaboratif pour oser l'inattendu, c'est-à-dire qu'en fait, on accompagne des entreprises dans la recherche d'idées et dans le développement de leurs idées pour en faire de grandes, de belles solutions. Donc typiquement, un jour, voilà, vous avez une problématique, un challenge créatif que vous souhaitez aborder, on peut être là pour vous aider à le résoudre ensemble. Et dans le cadre de nos activités, en fait, on s'est tourné depuis ce que tu disais, hein, Mohamed et puis Raphaël, les confinements, etc. On est passé assez rapidement sur par nécessité sur les outils digitaux. Et nous, on a une conviction de se dire un peu comme ce que tu disais, Mathias, que les outils, c'est bien, mais c'est pas, voilà, ça sert à rien tout seul. Et en fait, on a beaucoup travaillé sur comment les outils digitaux peuvent aider en fait dans nos métiers, donc dans tout ce qui va être intelligence collective, recherche d'idées, à les utiliser pour en tirer le meilleur des parties. Et du coup, dans ce cadre-là, on a utilisé très rapidement des solutions type un peu comme MetaOffice Pro qui n'existait pas à l'époque, et puis des whiteboards collaboratifs, hein, notamment Microsoft Whiteboard ou d'autres qui peuvent exister sur le marché, pour animer nos sessions en distanciel pour des groupes jusqu'à 60 personnes, avec des super résultats en fin de journée. Et puis aussi, dernièrement, on a monté un studio aussi, on parlait de métaverse, on a monté un studio qui fabrique et qui conçoit des métaverses pour nos clients, plutôt pour des expériences mais plutôt pour de la communication ou des événements marketing. Et puis, on est en train de travailler sur comment ces univers 3D peuvent servir aussi pour de la recherche d'idées, pour voilà, stimuler l'imaginaire. Voilà, donc une expérience variée, une petite connaissance sur ces sujets-là. Merci Baptiste. Et si on a choisi effectivement Yazagora comme partenaire autour de ces sujets-là, c'est déjà par la grande maturité dont vous faites preuve et l'expérience que vous avez déjà, parce que vous êtes parti un petit peu avant tout le monde sur le sujet finalement, pour l'appliquer en entreprise réellement. Ouais. Mais également cette capacité de création et de faire d'un environnement que Witivio, notamment avec MetaOffice Pro, pourrait fournir une expérience totalement designée pour l'usage du client et sur un événement particulier, ça c'est assez rare, donc c'est ce qui nous a fait nous rapprocher et on est très heureux de ce partenariat également. Donc vous l'aurez compris, hein, pour les personnes qui sont en présentiel ou en distanciel, on n'a que des experts dans cette table ronde et ça va être génial. Justement, on va pouvoir démarrer. Avant même de démarrer cette première question, j'aimerais m'adresser à vous toutes et tous. Si jamais vous avez la moindre question ou vous souhaitez interagir avec nous, on est complètement ouvert parce que le but est complètement de répondre aux différentes interrogations qu'ont les organisations vis-à-vis de ces sujets-là et surtout de pouvoir démystifier ensemble parce qu'on ne jure que par la force du collectif et qu'on essaye justement de traiter les sujets toujours en plaçant l'humain au centre de ces activités. La première question, hein, et je m'adresse à vous messieurs, c'est est-ce que finalement, et voilà, j'ai cru comprendre, est-ce que cette expérience combinant digital et physique, tu as utilisé le mot phygital tout à l'heure, Raphaël, est plutôt une opportunité ou une menace pour l'expérience du collaborateur dans sa vie au quotidien? Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Écoutez, moi je pense parce que c'est une réelle opportunité, effectivement de combiner, digital et physique pour les collaborateurs, alors que ce soit effectivement pour, le travail en interne ou même ou plus globalement, dans le cadre d'animation. Moi, c'est quand même ça mon métier dans le cadre de sessions collaboratives avec un bon nombre de personnes. Moi, j'y vois beaucoup d'intérêt au quotidien. Déjà, effectivement, on gagne en temps de transport, on gagne en temps, effectivement, on peut se lever un peu plus tard le matin, donc c'est sympa. On peut rester avec ses animaux à la maison, c'est sympa aussi. Et en même temps, il y a un côté où on est moins dérangé en fait au quotidien. Nous, on utilise ce genre de solution pour nos bureaux au quotidien. On travaille là-dedans au quotidien et c'est vrai qu'on est moins dérangé, moi je trouve. On est plus productif plus au long de la journée que que quand on est au bureau où tiens, vas-y, tiens, on va prendre un café, on va faire un truc, etc. Il y a moins de perturbations, disons, d'environnement, je trouve. Très intéressant. Moi, c'est justement des feedbacks que j'ai tous les jours parce que mon rôle, c'est justement de rencontrer différentes organisations, etc. Mais j'ai toujours eu, en tout cas depuis l'histoire du Covid, où effectivement on est complètement passé dans ce monde hybride, que beaucoup de collaborateurs aussi ont l'impression de plus travailler quand ils sont au travail. Est-ce que finalement, ce n'est pas un temps de travail supplémentaire qu'on additionne au temps de travail qu'on avait déjà dans nos entreprises et que finalement, c'est ces temps d'équipe qui nous manquaient tant et qu'on transforme aujourd'hui par le travail? Alors c'est une bonne question. Moi, je pense que, mon expérience personnelle, c'est plutôt que
le télétravail a tendance à condenser en fait les phases de focus beaucoup plus fortement qu'au bureau. Le schéma que j'ai mentalement, c'est qu'au bureau, on est toujours sur une productivité qui est un peu moyenne, basse, on est dérangé, on descend un peu, on remonte, et cetera. On est sur une moyenne un peu basse. En télétravail, on fait des gros pics, mais les pics de productivité sont extrêmement intenses et ils permettent de faire parfois la journée de boulot qu'on aurait fait traditionnellement dans l'entreprise en 1 heure ou 2. Et ça, c'est vraiment moi mon sentiment que j'ai, c'est qu'on va avoir des phases où on est beaucoup moins productif, mais des phases où quand c'est intense, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus, Tu voulais réagir? Ouais, je suis évidemment en phase avec ça. En fait, c'est une réalité pour laquelle les entreprises n'ont pas le choix parce que c'est rentré dans les habitudes des collaborateurs. Aujourd'hui, c'est la dose de télétravail. La première question quand on pose, quand on veut, quand on participe à un entretien de recrutement, c'est: «Quelle est votre politique de télétravail?» Et une entreprise qui ne pratiquerait pas le télétravail aujourd'hui, c'est extrêmement difficile à entendre, pour les collaborateurs. Ça, c'est le premier point. Et puis effectivement, ben voilà, je pense qu'il y a des nouvelles manières de travailler. Alors clairement, toutes les études le montrent, les salariés sont beaucoup plus productifs en télétravail et s'estiment beaucoup plus productifs en télétravail. C'est pas toujours la vision qu'en ont, les managers parce que voilà, peut-être plus spécifiquement en France, on aime bien, dire que la confiance exclut pas le contrôle. On aime bien, valider que les gens sont mais le présentéisme a toujours existé, c'est pas parce qu'on est au bureau qu'on travaille au final. Par contre, effectivement, il y a, une différence des temps. À la maison, on va être productif, on va produire, au bureau, bah, moi-même, je viens au bureau, en fait, bah, je pourrais presque ne pas prendre mon PC, en fait. Parce que je vais pour croiser des gens dans les couloirs, je vais pour participer à des ateliers, je vais boire des cafés aussi, ça fait Mmh. partie de mon travail parce que, la machine à café, ça reste l'endroit dans l'entreprise où se résolvent la plupart des problèmes, enfin, tu vois? À égalité avec la cantine. Hem, donc ouais, il y a plusieurs manières de travailler et effectivement, il y a un challenge et je reviens sur la question, il y a un challenge de l'hybride là-dessus, c'est que, bah, comment on fait en sorte que des personnes qui sont dans un cadre différent, qui ont parfois, bah, quand on est à la maison, on a tous eu, voilà, un enfant, qui pointe le bout de sa tête, un chat, un livreur, un plombier, que sais-je, qui peut interrompre la réunion. Dans l'autre, on a des gens qui sont au bureau, qui sont peut-être pas tout à fait dans le même mood, qui ont envie aussi de socialiser, de se raconter les vacances et cetera. Donc c'est comment on confronte les 2. On a besoin de confronter les 2. C'est pour ça qu'on fait pas 100 télétravail et 100 présentiel, à l'hybride. Et c'est un vrai challenge d'avoir des moments où les 2 timelines se rencontrent et les gens qui ont pourtant des conditions différentes arrivent à se mettre à niveau. Spécifiquement quand on veut que voilà, qu'il y ait pas, un nivellement par le bas ou en tout cas que tout le monde ait une bonne expérience. Paul, est-ce que Paul travaille plus chez lui qu'au bureau? Et est-ce que chez Forvia aussi la loi est Je appliquée? pense que Paul, c'est pas vraiment ce qui est intéressant. Moi, je suis pas trop d'accord avec vous. On a d'autres types de menaces. Je vous disais, nous, on a des gens, effectivement, qui sont dire que c'est forcément de l'hybride dans les jobs qu'on offre, c'est pas vrai. Dans les usines, c'est pas vrai. En R&D, c'est pas vrai. Donc non. L'une des menaces, elle est justement dans le fait que maintenant, on est en train de donner ceux qui peuvent rester travailler chez eux et sur lequel on donne une vision géniale. Ils sont à la campagne, comme ça, il y a les petits oiseaux. Et pendant ce temps-là, il y a ceux qui ont les mains dans le cambouis. Donc, si menace il y a, elle serait plutôt dans ce sens-là. Il ne faut pas croire que l'hybride est valable pour tout le monde. Nous, dans nos entreprises, c'est clairement pas le cas. L'autre menace que j'ai, c'est finalement que le digital soit trop présent dans le bureau. C'est-à-dire que moi, quand je vais dans sur nos stations de travail, les mecs, ils sont tous avec le casque sur les oreilles et devant l'ordinateur en réunion, voire dans la même réunion, hein, parce que c'est plus rigolo comme ça, dessus. Et donc, quelque part, on a le digital qui est trop présent au travail aussi. Donc, j'aimerais bien qu'on puisse
plus aller se balader, prendre un café, discuter effectivement et avancer, parce que je pense que c'est très très important ce que tu disais. Mais les menaces, elles sont là, c'est-à-dire à la fois coupure dans la population entre ceux qui peuvent le faire, ceux qui ne peuvent pas le faire chez nous. Et c'est vraiment un vrai souci, hein, parce qu'effectivement, on n'apporte pas les mêmes choses. Et l'autre, c'est trop de digital dans le travail, enfin sur le lieu de travail. Télétravailler au bureau. en quelque sorte. Télétravailler au bureau, quoi, je veux dire. Et donc, à la fin de la journée, on va demander aux gens, qu'est-ce que tu as fait? Bah, j'ai fait ma journée de réunion dessus. Donc, Dieu merci, on peut quand même aller prendre des cafés, on peut quand même aller déjeuner ensemble, on peut quand même se déplacer. Mais finalement, on voit que ça. Et c'est un petit peu obligé parce qu'on travaille effectivement avec le monde entier. Mais déjà, pouvoir proposer aux gens, tu es au bureau, tous les deux, on est au bureau, on a une réunion commune, allons dans une salle. Au moins, nous deux, de la réunion, on sera ensemble. Et donc, tous les échanges qu'on peut faire par rapport à ça, finalement off, sont extrêmement enrichissants. Donc, ouais. Des menaces, clairement, Plutôt des aussi, menaces. qui ne sont pas les mêmes. Non, mais il n'y a pas. Voilà. Il doit y en avoir plein d'autres. On parle beaucoup aujourd'hui de l'usage de ces outils au sein du bureau. Donc finalement, on capitalise doublement sur ces outils de manière à stocker plus de données, donc impacter forcément notre environnement. Ça, c'est un sujet qu'on ne traite pas encore, mais qui va arriver très très rapidement, peut-être dans cette table ronde, mais aussi dans les préoccupations des entreprises. Il y a le volet sécurité. Il ne faut pas se le cacher qu'aujourd'hui, on est 2 fois plus confronté à des attaques. Et comment on arrive finalement, grâce à ces environnements hybrides, de nous éloigner, voire de réduire le risque de vulnérabilité. Là, la question est posée auprès du collaborateur. Il suffit qu'un des collaborateurs, alors là, on parle effectivement de cette expérientielle où on est au bureau et à la maison, mais on peut également aller travailler dans un aéroport, à l'intérieur d'un taxi, dans le train quand on est en déplacement, etc. Il suffit d'une mauvaise connexion dans un réseau. Et moi, j'ai eu pas mal de personnes avec qui j'ai discuté qui ont eu ce cas de figure, qui se sont dit, effectivement, j'ai eu un mail qui est apparu au moment où je me suis connecté dans un réseau public et j'ai eu malheureusement l'occasion de cliquer dessus et c'est venu interférer directement. J'ai beaucoup pris le TGV entre Paris et Lyon. J'ai eu toujours plus d'informations dans le TGV entre Paris et Lyon que n'importe où ailleurs sur tout ce que fait tout le monde et les concurrents. Hein. J'allais dire, on n'a pas attendu l'hybride et le télétravail pour la première faille de sécurité, ça a toujours été l'humain. Donc, les gens qui partent au bar TGV se chercher un café en laissant le PC grand ouvert avec les dashboards sur les projections financières, ça se voit extrêmement souvent, malheureusement. Donc, je ne suis pas convaincu que le sujet cyber, enfin, il a été adressé dans l'urgence par les entreprises lors du confinement. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les infra VPN, il n'y avait pas les bonnes pratiques, il n'y avait pas la connaissance, les règlements intérieurs. Et à l'époque, moi, je travaillais dans le milieu bancaire, donc milieu extrêmement réglementé s'il en est. C'était un challenge. Bah voilà, le conseiller financier, il va gérer, il va faire son boulot de conseiller financier, mais il va le faire à la maison. Et si le conjoint, il jette un œil, et si, effectivement, ça pose des sujets, mais je pense que les entreprises, elles l'ont rapidement quand même rapidement pris en compte et les collaborateurs aussi. Baptiste, toi qui as déjà expérimenté MetaOffice Pro, hein, et notamment des environnements immersifs, où on va parler un petit peu de métavers, hein, parce que c'est le cœur du sujet également, est-ce que tu penses que justement, aujourd'hui, le fait de déployer ce type de solution, ça aide un petit peu à réduire finalement tous ces impacts et ça nous aide à aller de l'avant dans cette nouvelle ère de travail? Moi, je pense que ces nouveaux environnements, ils ont une vertu, contrairement à des solutions comme Teams classiques, c'est que le fait d'être physiquement présent au même endroit, même si on n'est pas physiquement au même endroit dans la vraie vie, c'est quelque chose qui est hyper puissant. Parce que ça change du côté, tiens, je veux parler à quelqu'un, bah, je peux voir s'il est en train de discuter avec quelqu'un plutôt que juste le statut ne pas déranger, que tout le monde met tout le temps parce qu'il veut jamais être dérangé. Au moins, on peut essayer d'aller toquer à la porte de la personne, dire t'es dispo, on va boire un café ou bien tiens, je voudrais te parler d'un truc, etc. Mais j'ai trouvé quand on est passé justement sur ces solutions-là, qu'on a beaucoup plus discuté entre nous qu'avant, quand on était juste par chat interposé, ou bien il faut s'appeler. En fait, où ça revient un peu à passer un coup de fil, où c'est pas la même chose de se déplacer, de se dire tiens, je vais prendre mes jambes virtuelles et puis aller bouger à l'autre bout du bureau. C'est un vrai côté qui est très intéressant et très riche. Et puis aussi sur
quand on travaille dans des grands groupes sur des sessions, effectivement, on disait les collaborateurs, 44% ne se sentent pas inclus parce qu'effectivement, hein, quand on fait des réunions ou des ateliers collaboratifs dans des Teams, vous connaissez ça, vous l'avez déjà vécu, l'animateur est tout puissant, c'est Dieu, il décide ce que fait chacun, il envoie dans les salles, il renvoie, il fait le show, c'est super, mais du coup, bah, ça fait qu'en tant que participant, on peut s'attendre et puis on attend que le train passe et c'est parti. Dans ces solutions-là, bah, effectivement, si on lance les sous-groupes, bah, c'est comme dans la vraie vie. Donc, si je lance le groupe, groupe 1, 2, 3, vous êtes dans telle salle, groupe 2, 3, 4, 5 dans une autre, bah, tout le monde est obligé de prendre ses affaires, son cahier, son truc pour aller se déplacer. Bah, là, on reproduit ça et c'est extrêmement puissant parce que les gens reprennent le contrôle de leur propre vie finalement dans la réunion. Et ça donne lieu à des situations qui sont incroyables. J'étais en train de discuter avec le co-animateur parce qu'on était en retard comme d'habitude. Et puis il y a un participant qui est arrivé qui nous a fait Ah, j'ai une question, j'ai pas compris un truc. Et là, on s'est dit tiens, mais en fait, on s'attendait pas à ce que ce genre de choses puisse arriver en digital. Et finalement, c'est arrivé et ça se reproduit en fait hyper souvent. Et les gens en fait se sentent libres et du coup, ont de l'inclusion dans ce genre de situation grâce à l'outil en fait. Et ça, c'est extrêmement riche. Qui se sentent de plus en plus Ouais. embarqués finalement dans les processus. C'est une excellente transition en fait envers la deuxième question qui sont finalement, on va adresser quels sont les défis auxquels les employés sont ou voire seront confrontés dans l'avenir en collaborant dans un environnement immersif. On parle évidemment de cette horizontalité finalement qui est créée. L'exemple du workshop est excellent, il est très parlant parce que finalement, quand on a un facilitateur, hein, c'est le rôle que porte la personne qui crée les groupes et qui affecte dans les sous-groupes, etc. Aujourd'hui, techniquement, ça ouvre aussi des opportunités pour d'autres personnes afin qu'elles puissent être engagées et qu'elles puissent performer aussi dans une réunion, étant donné que très souvent, on est dans des réunions où les micros sont coupés, les caméras sont coupées, donc on n'a pas forcément cette interaction. Et pour vous, justement, aujourd'hui, Paul, quels sont les défis auxquels les employés peuvent être confrontés, en tout cas dans ces environnements immersifs? Alors, je pense que le défi que ça va peut-être aider à régler, c'est que, alors il y a bien sûr les réunions Teams, et cetera, mais pour un projet, pour une équipe, effectivement, on voit bien que le Teams tel qu'il est, où les gens ils vont dans leur channel ou ils vont pas, finalement, ils utilisent les channels pour faire pour mettre les documents, quoi. C'est du repository de documents. Et du coup, dans ce mode immersif, l'idée c'est de les réattirer, c'est-à-dire leur redonner effectivement cette capacité à aller d'abord dans des différentes salles pour pouvoir se- travailler directement sur un sujet, échanger, pas uniquement mettre du document. Et puis, par ailleurs, on fait les discussions ailleurs, sur un chat, sur un mail, etc. Donc, remettre bien un projet, une équipe, finalement, ensemble, je pense que c'est vraiment ça le défi que que nous, on aimerait, sur lequel on aimerait travailler, mettre ce que nous, on parle aussi l'Obeya Room, donc c'est-à-dire, vous avez le produit qui est au milieu et les gens peuvent se approprier finalement le produit, quel qu'il soit, hein, que ce soit du soft, que ce soit même en 3D, etc. C'est pas ça la question, et c'est cette chose-là que l'immersif, je pense, le défi doit pouvoir nous aider à régler, c'est-à-dire comment la personne ne va pas vouloir juste déposer un fichier, puis je suis content, j'ai déposé mon fichier, et puis c'est fini. Donc, les différents channels qui ont perdu leur sens, pour moi, reprennent un sens là-dessus parce que ça permet effectivement de travailler. Et le général, du coup, effectivement, c'est les tables au milieu que vous avez mis où on est tous capables de se rencontrer, de s'alpaguer finalement, etc. et travailler. Comme ça. Donc moi, je crois pas mal à ça. Finalement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, où les gens étaient chacun derrière les uns des autres, bon, ils sont peut-être toujours chacun derrière les uns les autres, mais au moins dans une même salle. Donc la salle de réunion, je l'ai un petit peu retrouvée. J'espère la retrouver grâce à ça. Alors, donc, une expérience unifiée et puis une espèce de collaboration où tout le monde a son mot à dire, finalement, c'est ça le plus important. Oui, avec un côté gamification qui, je pense, est extrêmement important parce que, alors je ne sais pas si les gens l'attendent beaucoup, mais en tout cas moi oui, parce que il y a quand même rien de plus ennuyeux qu'une salle de réunion Teams pour le moment. Il faut être clair, mais Teams, Zoom, etc., c'est pas la question, hein, monsieur. Donc il y a un moment ou un autre, on a besoin aussi une journée en réunion Teams, c'est peut-être. Mathias, la gamification, alors j'ai vu que chez Microsoft, vous aviez lancé il y a un peu, enfin, quelques mois, voire une année ou deux, une grande opération de communication sur Minecraft,
qui avaient été intégrés. On a regardé également les nouveautés qui sont annoncées dans les produits. La gamification aujourd'hui est centrale, c'est un vrai défi dans les environnements immersifs. J'ai envie de dire que chez Microsoft, avec la création du démineur et du solitaire, ça fait quelques années que ça nous connaît. Et qui n'a pas joué discrètement un petit jeu pendant une réunion voilà, effectivement, aujourd'hui, il y a Minecraft. Hein, voilà, Mon préféré, c'était le flipper. ah, le fameux, le pinball. On a tous grandi avec, mais oui, Microsoft est aussi une entreprise de jeux vidéo aujourd'hui, et donc forcément, ça va venir impacter les expériences qu'on va pouvoir proposer à nos clients et ce sur quoi ils peuvent aussi parfois nous attendre. Ces deux univers qu'on imagine très séparés les uns des autres, et en fait, pas tant que ça. On regarde qui sont les gamers, entre guillemets, bah, c'est tout le monde. C'est des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes. Il n'y a pas de stéréotype là-dessus. Sur quoi je voulais revenir, et un point qui est extrêmement important, c'est que qu'il s'agisse d'organiser un after-work, qu'il s'agisse de faire un atelier de créativité, la base, c'est de proposer aux gens de sortir du cadre. Parce que s'ils sont dans leur cadre de travail habituel, donc ils seront dans leur état d'esprit, dans leur mindset, comme on dit, habituel, il ne peut pas y avoir de créativité, il ne peut pas y avoir de nouvelles solutions, on ne peut pas aller explorer des nouveaux possibles si on fait la même chose que d'habitude avec les mêmes gens dans le même cadre. C'est vrai que quand on organise des ateliers en présentiel, en général, on fait ça plutôt dans des salles de créativité, ou alors on va louer des espaces à l'extérieur. L'idée, c'est que déjà, bah, les gens sortent du cadre. L'idée, c'est qu'ils ne soient pas aussi, pendant l'atelier ou pendant la réunion, sur le PC à répondre à des mails ou à faire des réunions en parallèle. Et je pense que on n'a pas parlé, mais le multitasking, c'est quelque chose qui est délétère. Et moi, le premier, je le pratique à haute dose. Mais voilà, si on veut des gens impliqués, c'est pas le but. Et donc, d'avoir des événements immersifs comme ça, bah, c'est aussi simplifier le fait de sortir de cadre. Ok, tout le monde ne peut pas se déplacer. Ok, c'est pas toujours possible d'aller louer un gîte ou un espace de coworking pour faire une réunion, mais peut-être que voilà, l'espace d'une heure et demie, sans trop de contraintes logistiques, on peut proposer aux gens de faire les choses différemment. On est dans Teams, on est dans un univers qu'ils connaissent. Il n'y a pas cette barrière de devoir installer un logiciel, ah, ça marche pas, il faut des droits, machin. Non, c'est dans Teams, on est là. Voilà, on clique, on rejoint la réunion avec des mécanismes qui sont évidents. Je pense que l'accessibilité de la solution, c'est le critère numéro un, c'est-à-dire que voilà, je me colle contre quelqu'un, bah, je lui parle. Si je m'éloigne, bah, j'arrête de lui parler. Il y a des gens dans une pièce, je rentre, j'entends ce qui se dit, je sors, j'entends plus ce qui se dit. Euh, il faut garder, je pense, une barrière d'entrée la plus faible possible. Alors, évidemment, tout à l'heure, on disait que voilà, le digital, c'est essentiellement l'école blanc, qu'un ouvrier qui fabrique des pare-chocs, qui fabrique des pneus, a priori, ne peut pas le faire en télétravail. Euh, Néanmoins, voilà, la digitalisation de la société, elle est en marche. Maintenant, je crois que 99,9% de la population a des smartphones. Les gens ont quand même cette capacité à se projeter dans un univers virtuel, donc ça peut être une solution effectivement intéressante pour proposer de sortir du cadre. Alors voilà, moi, à titre personnel, je ne le vois pas effectivement comme un outil du quotidien, mais ponctuellement, quand on a envie de faire les choses différemment, ça peut être très utile. Parlons un peu fonctionnalité ou voire technologie, justement, qui peuvent faciliter finalement, voire onboarder un peu plus les people, les humains dans ce monde immersif. Comment vous voyez les choses est-ce que demain, on fera face à des nouveaux devices? Est-ce que finalement, le PC portable qu'on utilise tous aujourd'hui est un petit peu en perdition, voire en période de remplacement? On a eu beaucoup de casques, notamment chez Microsoft. Apple aussi, le concurrent, vient de sortir, hein, ça a fait énormément le buzz. Donc on s'attend finalement. Alors on sait, moi personnellement, je suis moyennement convaincu. Hein, encore une fois, j'interroge tous mes collègues sur ces sujets parce que je trouve que par exemple les sujets autour des Google Glasses qui faisaient un petit peu parler tout le monde à travers les différentes technologies qui allaient être proposées, etc. Enfin, un cheat phénoménal, aujourd'hui on entend limite plus parler. L'année dernière, lors du CES,
80% des produits qui étaient présentés, c'était des casques à réalité virtuelle, etc. Moi, je me pose des questions finalement sur les technos. Est-ce qu'on part vraiment sur une logique où ce sont les softwares, voire les outils qu'on utilise au quotidien qui vont évoluer et qui vont changer, ou bien vraiment c'est tout un redimensionnement de tout le hardware auquel on fait face? Alors, effectivement, il y a eu une tentative, voilà, des métaverses et des casques de réalité virtuelle, et ça reste aujourd'hui des produits de niche. Chez nous, Microsoft, nous, on est plutôt autour de la réalité augmentée et plutôt au niveau des professionnels, sur des sujets de formation, de maintenance, voilà, avec les HoloLens, on va pouvoir inclure un univers virtuel sur une situation réelle. S'agissant de la vie quotidienne, l'idée c'est plutôt d'avoir des environnements qui soient, le terme c'est de l'hybride aussi, c'est de l'hybride technologique. Euh, L'idée c'est que voilà, on a des moments de vie différents, on peut être dans les transports, on peut être à la maison, on peut être au bureau avec différents types de devices. L'idée c'est comment on fait en sorte que des gens qui sont sur des devices différents puissent travailler ensemble efficacement, qu'on soit sur un mobile, qu'on soit sur une tablette, sur un PC fixe ou pourquoi pas sur un casque de réalité virtuelle. L'idée c'est pas de vendre un univers de science-fiction aux gens, parce qu'en fait, un casque à 5000 $, qui va l'acheter aujourd'hui? À part des enthousiastes ou des gens qui sont vraiment très pointus dans la tech, c'est pas le commun des mortels qui va dépenser des sommes dans des devices comme ça. Je pense que le sujet technologique, il est plutôt sur le côté hybride, il est sur le côté accessibilité aussi, parce que là, on parle de la France. Donc en France, voilà, il y a un niveau de vie qui fait que les gens peuvent s'acheter des devices, il y a les gens, ils sont équipés, etc. Nous, je travaille avec des clients qui sont dans des pays en voie de développement où il n'y a pas ça à la maison. Les gens, ils ont un téléphone portable, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de télé, Parfois, il y a même pas il n'y a, d'Internet. pas d'Internet. Voilà, et j'ai un client notamment au Brésil. Un de ses arguments d'embauche, c'est de dire, vous venez travailler chez nous et on vous finance l'achat d'un ordinateur pour la famille. Parce qu'on a des partenariats, parce on a ce genre de choses. Donc, c'est plutôt comment on rend nos solutions et nos outils accessibles au plus grand nombre. Et là, ça passe aussi, je vais faire une petite parenthèse, mais on est en train de travailler en ce moment sur une nouvelle version de Teams qui est beaucoup plus efficiente en termes de consommation de ressources. Donc concrètement, on a besoin de PC moins puissants pour faire tourner Teams, ce qui est pas mal aussi, puis quand on parle d'obsolescence du matériel IT, ça nous engage Pointe du aussi. doigt, effectivement, ce Donc sujet. voilà, moi c'est plutôt ce qui m'intéresse, c'est de dire voilà, comment on fait en sorte que les nouvelles solutions soient compatibles avec le matériel existant, comment on prolonge la durée de vie du matériel existant, et puis comment on intègre le fait que on est en hybride, que il faut des bonnes conditions pour tout le monde. Et qui a déjà participé en hybride, on sait que s'il y a des brouhahas dans la salle et que nous on est à distance, c'est compliqué. Inversement, si on est seul dans une pièce et que il n'y a pas de bon écran, que le son est pas bon, on va pas entendre ce qui va se dire en ligne, on va pas voir les slides. Donc c'est plutôt cette notion d'accessibilité au sens large du terme. Et je pense évidemment aux personnes qui sont en situation de handicap, mais en fait, on est tous potentiellement en situation de handicap à un moment donné. Il suffit qu'on soit dans un environnement bruyant, qu'on soit dans un train ou quoi que, finalement, on va être la personne qui va être un peu exclue du sujet, exclue de la discussion, parce qu'elle n'aura pas les mêmes conditions que les autres. C'est vrai que nous là-dessus, on a une position assez radicale, hein. Nous, enfin, dans le cadre des workshops qu'on anime, c'est de dire aux gens, c'est chacun chez soi ou au bureau, mais avec une bonne connexion Internet. C'est une personne par PC avec sa webcam allumée, son casque, son micro, qu'on puisse bien entendre. Et surtout, jamais d'hybride. Dans le cadre de nos workshops, c'est une personne égale un ordinateur égale une webcam. Fin de la discussion, parce qu'on a déjà essayé de faire des réunions où effectivement on a des gens en présentiel et des gens en distanciel. Et c'est trop compliqué à gérer, en fait. C'est pas possible enfin, c'est vraiment trop, c'est trop difficile, en fait. On a du mal à gérer les discussions qui sont en aparté, des gens qui sont exclus, les gens qui n'allument pas les webcams, etc. Tout le monde connecté ensemble, chacun de son côté, est beaucoup plus efficace pour nous que de faire du à moitié, à moitié. Et si jamais le à moitié est nécessaire, c'est même
dans la salle, chacun a son ordinateur allumé avec sa webcam, comme ça chacun prend la même dose d'espace, plus une caméra globale, comme ça on voit ce qui se passe dans la salle. Ça, c'est la première chose. Et ce que tu disais aussi sur le côté ressources et matériel, nous, en travaillant sur l'aspect 3D temps réel, on s'est vite rendu compte qu'effectivement, tout le monde n'avait pas un ordinateur de gamer chez lui. Ça paraît assez logique, mais tout le monde n'a pas de carte graphique à 4 000 € dans son ordinateur. Et du coup, effectivement, une des questions auxquelles on a dû répondre assez vite, c'est comment on rend accessibles ces expériences-là. On travaille sur des expériences qui sont photoréalistes pour nos clients. Comment on les rend disponibles pour l'ensemble des personnes. Et du coup, très rapidement, on s'est tourné vers une technologie qui s'appelle le streaming de pixels, qui en fait permet à n'importe qui avec un ordinateur ou un téléphone de se connecter à une carte graphique qui vaut 4 000 € sur un serveur dédié. Et du coup, en fait, on mutualise les moyens de connexion. Et ça, c'est peut-être une solution finalement pour permettre à chacun, quand il en a besoin, d'accéder à l'environnement dont il a besoin, à la qualité de graphisme dont il a besoin pendant les 20-30 minutes, l'heure, les 2 heures dont il a besoin, et le mettre à disposition du suivant quand il en a besoin. Et ça permet du coup de proposer à chacun la meilleure expérience possible digitale, sans pour autant avoir une machine, puisqu'on peut avoir son ordinateur de monsieur tout le monde, juste une connexion Internet en ADSL suffit pour avoir ce genre de choses. Donc effectivement, c'est un... Effectivement, c'est 2 points qui sont importants. Je note évidemment l'inclusion, hein, Mathias, tu as évoqué des cas très précis et qui sont très pertinents. Le partage, ça peut équilibrer un petit peu le mode, la transformation finalement des fonctionnalités et des technologies. Forvia, je pense que vous, de votre côté, vous devez avoir énormément d'employés sur le terrain. Comment ils traitent aujourd'hui ce sujet? Est-ce qu'il est déjà dans les petits papiers? Oui, alors il y a des choses assez simples. Les cas d'usage sur les HoloLens sont assez simples finalement, c'est de la maintenance, c'est-à-dire que nos usines ont effectivement le matériel. J'ai un problème avec quel qu'il soit d'ailleurs, et je suis capable de gérer en réalité augmentée certainement. Pardon, avec l'expert qui est à l'autre bout du monde ou l'usine qui est à l'autre bout du monde. Mais on va dire ça, c'est des cas d'usage, comme tu disais, assez finalement contingentés. Monsieur tout le monde, madame tout le monde, va pas pouvoir le faire, ça n'a pas trop de sens, y compris, je pense, sur la formation. Je suis peut-être encore vieille école, mais je pense que à un moment ou à un autre, avoir un formateur devant toi, donc, ça aide et avoir l'émulation d'une classe ou des autres aide beaucoup. Non, ce qui est intéressant là-dessus, c'est plus comment je vais faire pour, c'est ce que je disais, tous mes employés qui sont soit pas connectés, soit pas en digital. Comment je vais faire pour finalement les impliquer? Donc, en termes de matériel, est-ce que Forvia va acheter 150 000 ordinateurs ou smartphones? La réponse est non. Payer 150 000 licences à Microsoft, quel que soit le niveau de licence, hein, c'est pas la question. Bien évidemment, on va quand même se poser beaucoup de questions avant. Et du coup, on va dire, OK, si on veut les inclure, ça veut dire qu'on va leur demander d'utiliser leur propre téléphone, smartphone. Donc, on est vraiment sur cette idée-là, nous, de bring your own device dessus. Par contre, ça nous demande un travail formidable parce que qu'est-ce qui ferait que sur mon téléphone personnel, moi, qui suis pourtant en plein dedans, j'accepterais d'avoir une application Forvia? Il va falloir quand même que je la vende bien, hein, mon application, avant que j'accepte que sur mon téléphone personnel, il y ait cette intrusion de l'entreprise. Pourtant, on voit bien qu'on en a besoin. Comment je vais faire pour payer la data quand la personne va l'utiliser? Donc ça, c'est un problème qu'on a par exemple en Afrique du Sud. C'est hyper cher. Donc comment on fait pour le payer? Comment on va faire pour payer nos employés s'ils l'utilisent en dehors? Aux États-Unis, toute personne qui se connecte en dehors de ses heures de travail, c'est considéré comme une heure de travail. Donc, on sera obligé de le payer en plus. Et il y a quand même pas mal de questions qui sont derrière. Donc, comment la technique va nous aider à les employer? Je pense qu'il faut inverser la question. C'est comment je vais faire, moi, en tant qu'employeur, pour que ces objets-là soient suffisamment intéressants pour que les gens aient envie et puis qu'on dégage quelques moyens derrière. Et c'est vraiment ça le cœur de notre sujet pour le moment. Ouais. Plus que savoir si on va acheter du matériel qu'on ne l'achètera pas parce qu'on n'a pas les moyens, quoi. Et vous devez fortement avoir aussi un gros sujet autour du multiculturalisme, parce que finalement, la manière dont on va utiliser la data, tu as évoqué l'Afrique du Sud, la manière dont on va la consommer en France, dans un autre pays, en Chine, etc., elle n'est pas la même. Et surtout, comment on va avoir accès à l'information, sachant qu'on va avoir notamment aujourd'hui des sujets autour des réglementations. On sait qu'en Europe, c'est la RGPD. Aux États-Unis, ils vont avoir d'autres pratiques.
En Chine, ça commence encore à voir le jour. Je pense que l'accessibilité aussi vis-à-vis de ces technologies va encore être traitée, va encore être pointée du doigt avant même d'être traitée. Et cette réglementation, comment on l'aborde finalement? Bah, bienvenue dans ma vie. Enfin, je veux dire, entre le syndicat allemand d'un côté, les réglementations spécifiques chinoises de l'autre, etc. Non, on gère effectivement avec cette difficulté, on jongle avec cette difficulté et ça va pas s'arrêter. Après, c'est sûr que nous, on est une entreprise française, donc GDPR, quelque part par rapport à ça, on se simplifie la vie. Hein, on est compliant GDPR, point barre. Mais c'est vrai que c'est j'ai pas de réponse là-dessus parce que c'est tellement complexe et ça bouge tellement que voilà, on rajoute maintenant la dose intelligence artificielle et toutes les questions effectivement sur les différents chats, les chatbots qu'il peut y avoir, qui encore va remultiplier ce type d'interrogation. Donc voilà, ça donne du boulot à beaucoup de gens chez Donc nous. forcément, finalité pour répondre à cette question, c'est Bien des sûr. fonctionnalités, oui, des technologies, un peu moins, si je l'ai compris, même si elles sont déjà existantes. Demain, l'environnement de travail pour vous restera le même avec des outils qui vont être. L'ordinateur, il n'est pas prêt de partir, hein, je pense. C'est une évolution. On a eu voilà, la révolution avec l'émergence du travail hybride, c'était déjà pas mal. Je pense qu'il faut encore qu'on le digère parce que nos organisations sont loin d'être adaptées, sans parler même de la manière de vivre. Voilà, les gens continuent de s'entasser dans les métros ou dans les bouchons pour aller bosser. Donc il y a cette révolution à la digérer, donc effectivement, il y aura pas de, enfin, on voit pas de. Il y a la révolution de l'IA qui va changer la manière dont on travaille très clairement, qui va impacter les tâches, peut-être essayer de réduire considérablement les tâches moins utiles qui n'ont pas besoin d'humains pour qu'on puisse nous se concentrer sur les choses vraiment à valeur ajoutée. Mais en termes de matériel, globalement, les gens sont déjà équipés. Essayons, enfin, ne serait-ce que pour des raisons voilà, de sustainability, essayons déjà de tirer parti au maximum de ce qu'on a déjà. Mais justement, est-ce qu'on entre finalement dans une nouvelle ère de collaboration? J'ai l'impression que oui, mais non. La collaboration aujourd'hui, c'est, enfin, il y a allez, peut-être 3-4 ans, c'était le mot à la mode. C'était l'agilité. Ah, il faut être agile. Et en fait, l'agilité, ça consistait à faire ce qu'on faisait d'habitude, mais avec des post-it. Bon. Aujourd'hui, les gens, et peut-être encore plus les organisations, commencent à comprendre ce que ça implique. Ça implique de désiloter. Ça implique d'accepter pour les organisations, mais aussi pour les individus, de sortir de sa sacro-sainte fiche de poste. Non, c'est pas dans ma fiche de poste, donc je le fais pas. Ou ce n'est pas dans ta fiche de poste, donc je t'interdis de le faire. C'est voilà, d'être en capacité de se dire que les bonnes idées, elles viennent parfois des autres, même souvent des autres, et y compris parfois de son environnement immédiat. Il y a un mot qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est la coopétition. C'est comment on va être en capacité de coopérer avec ses concurrents ou avec des partenaires. Donc voilà, je pense qu'on rentre dans une ère un peu plus concrète, un peu moins paillettes. On a compris qu'il suffisait pas de mettre des fat boys et des murs sur lesquels on pouvait écrire dans les salles pour innover. C'est un peu plus compliqué que ça, je pense. Et puis il y a aussi une réalité, c'est que bah, dans les écoles, ça évolue. La manière dont on apprend aujourd'hui, elle est quand même un peu différente. On travaille plus en mode projet, on travaille plus en équipe que précédemment. Donc on a aussi des nouvelles générations qui arrivent avec des nouvelles attentes, des nouvelles manières de faire, des nouvelles idées, qui sont peut-être en capacité d'impulser ça un peu plus dans nos organisations. Mais ça ne se fera pas en un claquement de doigts non plus. Baptiste, une nouvelle ère de workshop? Ouais, Dandon, je suis d'accord avec toi. Après, effectivement, pour revenir sur ce que tu disais sur l'agilité, effectivement, nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui ont, enfin, en fait, de gens qui ont juste pas compris ce que c'était que l'agilité. Ils le disaient, mais ils savaient pas de quoi ils parlaient. Et du coup, effectivement, aujourd'hui, on se rend compte que les gens se dirigent vers de l'agilité, en fait, en fait, petit à petit, en allant vers ce collaboratif, ce désilotage. Finalement, c'est ça. C'est on sent qu'il y a un mouvement de fond, effectivement, nous aussi,
où de plus en plus, on nous demande, tiens, on a besoin de, enfin, on se rend compte que bosser en restant dans nos précarés, ça marche pas. On a besoin d'aller voir d'autres gens, on a besoin de faire autrement. Et effectivement, c'est très intéressant. Et puis, ces outils digitaux aident aussi, hein. Tu parlais des Obeya Room. Nous, c'est effectivement, on les utilise plutôt nous sur des whiteboards. Pour le coup, c'est les grands tableaux qui permettent de faire le suivi de projet de A à Z et qui sont passionnants. On peut faire collaborer des personnes. On travaille beaucoup avec des freelances et des talents externes. Bah, on leur donne le lien vers le tableau et puis tout le monde bosse sur le tableau tous ensemble et puis à l'arrivée, on a des choses qui sont incroyables il y a un inattendu qui émerge de cette collaboration qui est absolument merveilleux. Et puis, c'est aussi les outils comme ça de rencontre, de visio comme MetaOffice ont aussi leur place, moi je pense, centrale dans ces nouveaux moyens de collaborer, puisqu'on va créer la salle finalement pour l'ensemble des personnes de l'équipe, qui soit de l'entreprise, des externes, voire même nos clients. Nous, on invite nos clients dans nos salles, dans des équivalents d'Obeya Room, on les invite dans ces salles-là. Et finalement, dès qu'on fait les réunions, tout le monde se rencontre à cet endroit-là. Et du coup, il n'y a plus de frontières entre qui est client, qui est prestataire, qui est de l'entreprise, etc. Tout le monde se mélange au service d'un projet et qui va favoriser une collaboration qui est extrêmement riche, où chacun emmène son talent pour la meilleure réussite du projet. Donc, moi, je suis assez optimiste sur cette nouvelle ère de la collaboration. Je me rappelle encore, il y a 5 ans, on prenait un Uber pour faire une réunion d'1 heure à l'autre bout de Paris. Ça nous prenait l'après-midi. C'était génial. Bah, maintenant, ça prend 20 minutes, on se connecte et c'est fini. Et tout le monde est connecté au même endroit. Et c'est une nouvelle ère d'efficience je pense, de bien-être aussi pour chacun. Ça évite de passer des heures dans les embouteillages ou dans le métro. Et ça, c'est rare. Paul, qu'est-ce que tu en penses? Alors, nouvelle ère, est-ce que on est Ouais, clairement après, nouvelle, pas nouvelle. Moi, je sais pas le mot que j'utiliserais plutôt si on rentre vers quelque chose où j'espère qu'on va y rentrer, c'est plutôt du vœu pieux qu'autre chose, c'est une ère du consentement, en vérité, puisque plus que du collaboratif. Consentement, ça veut dire effectivement que on est à l'écoute en permanence, effectivement, de l'autre, de sa capacité d'entendre, d'accepter, de travailler. On est effectivement aussi dans quelque chose qui a de la langue, parce qu'effectivement, on accepte, on consent. Et donc, je pense que cette notion du consentement est plus intéressante finalement maintenant que celle du collaboratif, parce que ça va nous permettre effectivement d'avancer d'une phase par rapport à ça. Donc, je dis bien que c'est un vœu pieux plus que forcément une réalité, mais on a parlé du management, on a parlé effectivement de tout ça. Je pense que ça rentre vraiment dans cette notion. Donc, ou collaboratif consenti, je ne sais pas comment on peut l'appeler, peut-être qu'on inventons un nouveau mot avec nous, mais c'est ça, oui. super. Et vous qui êtes déjà dans l'ère finalement des IA génératives, de ce que j'ai pu voir dans les précédentes, est-ce qu'il y a un rôle à jouer dans cette nouvelle ère de collaboration? Est-ce que finalement on se dirige tout droit vers un humain augmenté qui va effectivement s'appuyer sur des technos comme ça pour faciliter ses tâches, avoir Dans la courbe, là, on en est tout en haut. On est en train de réfléchir à ce genre de choses. On est en train de redescendre aussi sur la fameuse courbe dessus. Ça change profondément notre façon de travailler, je pense. C'est de façon claire et nette par rapport à ça. Est-ce que l'humain va être remplacé ou je ne sais pas trop quoi? Non, je ne sais pas. J'invite n'importe qui maintenant à travailler sur le prompt, sur des prompts. Amusez-vous, allez sur ChatGPT et vous allez voir à quel point l'humain est important derrière. Donc oui, bien évidemment, la façon à laquelle on travaille et ce qu'on apporte comme outil va être extrêmement modifié, est en train d'être modifié. La façon à laquelle les gens travaillent, vont chercher l'information, la traitent, etc., vont faire du coding aussi, puisqu'il y a beaucoup d'applications là-dessus extrêmement importantes, avec beaucoup de cas d'usage, vont être modifiées de façon profonde. Mais quelque part, est-ce que c'est une révolution plus grande que quand on a introduit le smartphone? Je ne sais pas, parce qu'effectivement, le smartphone nous a quand même tous changé la vie en l'espace de quelques... qui imaginait qu'on passerait notre temps dans le métro à regarder son smartphone et plus ouvrir un journal ou un livre ou acheter... Donc, oui, ça va. Ça impacte et on est en plein dedans et on est en train de travailler dessus. La technologie en ce moment est en train de bouger à une vitesse phénoménale. Donc je pense que on est plus dans une phase là à essayer de suivre le train qui passe à toute allure et essayer d'attraper les wagons que d'avoir cette capacité à nous projeter à quel point ça va changer.
Ce qui n'est pas forcément très bien, hein, mais voilà. Comme on est une ère du marketing en plus, je ne dirais pas dans ces lieux là, mais voilà, c'est ça. Donc, il faut qu'on suive le marketing des gens aussi et qu'on se fasse embarquer sans être complètement dupe par rapport à ça. Et si on repasse justement, tu as évoqué la plus grande révolution du siècle, finalement, le smartphone, le e-commerce, le domaine applicatif, le métavers, les IA, puis les IA génératives aujourd'hui qui sont au cœur de nos actualités et de nos usages finalement quotidiens. Est-ce que finalement on doit s'inquiéter de ces nouvelles technologies? Et si on s'y inquiète, sur quoi concrètement on devrait se pencher pour ne plus s'en inquiéter? Oula, mon Dieu, enfin, je pense qu'effectivement, avec le climat qu'on a en ce moment, on a peut-être d'autres raisons de s'inquiéter un peu plus que ça. C'est la façon laquelle les humains le gèrent, ça, non? Je pense que je ne le poserai pas en question, inquiété ou pas inquiété, j'en sais rien, j'en sais rien. La seule chose que je sache, c'est ce que je redis, consentement, c'est-à-dire cette capacité, effectivement, à que on accepte ce qui arrive, qu'on le comprenne, qu'on le partage, qu'on l'impose pas. Je pense que ça, c'est très, très important et capacité à avoir, nous, le mot d'ordre que l'on a sur tout le projet Gen AI, c'est esprit critique. Et l'homme a un esprit critique. Et donc, à tout ça, on doit absolument l'exercer sur toutes ces questions-là, que ça soit au moment où on lit, où on pose une question, ou on le met en place pour nos employés. Esprit critique, vraiment. Si, critical mind. Positif, négatif, peu importe. Je sais pas dire si c'est positif ou négatif. Enfin, je veux dire, c'est la technologie, c'est assez compliqué. Alors, Peut-être Mathias, tu as une idée, ouais, non? Non, mais enfin, de base, la peur, elle est basée sur la méconnaissance. Donc, ma première idée, c'est de dire, en fait, il faut comprendre, il faut se renseigner, il faut expliquer. Le problème, c'est pas les IA ou les algorithmes, c'est le manque de transparence dans leur utilisation et dans leur construction. À partir du moment où on comprend pourquoi on a telle ou telle réponse, déjà, on enlève un certain nombre de peurs, voire de fantasmes sur ce type de sujet-là. Effectivement, tu disais l'esprit critique, ça c'est la base, quelle que soit la situation que l'on rencontre, il faut faire preuve d'esprit critique. Et je trouve ça bénéfique de se poser la question. Il y a aussi les socles de valeur, de dire est-ce que ce que je suis en train de faire avec cet outil-là, est-ce que ça correspond ou pas à mon socle de valeur? Et en tout cas, ce qui est certain chez Microsoft, nous là-dessus, c'est que on dit qu'il y aura toujours un humain derrière. Les décisions ne sont pas prises par la machine. Elles sont prises par un humain sur la base de décisions qui lui sont données par la machine. Mais il faut toujours qu'il y ait un humain dans le process parce que c'est l'humain qui va prendre en compte le contexte, qui va prendre en compte la réalité, qui va pouvoir faire des liens. On n'est pas dans Minority Report, on n'est pas dans Terminator avec ça. C'est extrêmement important de l'avoir en tête. Donc, moi, au contraire, je trouve ça plutôt enthousiasmant. Enfin, on a ces dernières années des technologies qui nous ont permis d'abolir un certain nombre de barrières. Le premier, c'est de la barrière de la distance, évidemment. Avant, pour parler avec un Chinois, avec un Indien ou avec un Canadien, bah, il fallait prendre l'avion. Aujourd'hui, en quelques minutes, je peux organiser une réunion avec quelqu'un à l'autre bout du monde. Maintenant, on a des fonctionnalités qui arrivent dans Teams qui permettent d'avoir des sous-titres automatiques avec la traduction. Donc en fait, même si je ne parle pas la langue de la personne, je vais pouvoir comprendre ce qu'elle me dit et interagir avec elle. Ça, c'est formidable. On parlait tout à l'heure de l'accessibilité. Bah, évidemment, les nouvelles technologies permettent à des gens qui sont porteurs de handicap de faire des choses et de participer à des choses qui n'auraient pas été envisageables avant. Euh, donc moi, je suis plutôt extrêmement enthousiaste là-dessus. Voilà, après, il faut de l'explication, il faut de la connaissance, il faut l'esprit critique.
Juste parce que Bien sûr. il y a un point hyper important, je pense, pour nous tous qui sommes ici, puisqu'on est on peut, la technologie, elle est toute neuve, on parle vraiment de Gen AI et elle n'a pas encore été trop diffusée. C'est le moment où on doit aider les gens à la comprendre et à la traiter. On va pas faire comme les réseaux sociaux où on pleure maintenant parce qu'effectivement, nos gamins regardent des choses qu'ils ne devraient pas regarder et c'est trop tard. Là, on a encore le temps, c'est-à-dire que c'est pas trop tard. On peut aider, on doit pouvoir aider à former les gens, à leur faire comprendre maintenant, avant que ça soit trop développé. Dans 6 mois, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer parce que ça sera parti comme une traînée de poudre. Mais c'est encore le temps. Donc, je pense que c'est nos rôles, en tout cas dans les métiers que j'ai l'impression qu'on fait tous autour de cette table, de le porter et de le porter tout de suite. Et c'est compliqué, hein, parce que je vais être honnête, dans mon entreprise, quand je dis ça, on me dit oui, 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 c'est gentil, c'est pas le rôle de l'entreprise, ou etc., etc. Mais c'est vraiment notre rôle maintenant. Et ça, je le crie très, très haut et fort parce que on n'a pas une fenêtre de tir monstrueuse. Par contre, on a encore le temps maintenant. Oui, et c'est notre rôle je pense que l'expérimentation est la meilleure manière de savoir si c'est, enfin, de comprendre aussi quelles sont les frontières qu'on ne veut pas dépasser. Je suis d'accord avec toi sur l'histoire de tes valeurs. Effectivement, quelles sont les zones rouges sur lesquelles tu as pas envie d'aller, c'est une vraie question. Et ça, c'est toujours de dire, OK, l'outil me permet de faire ça. Enfin, avec un marteau, je peux tuer quelqu'un, c'est pas pour autant que je vais le faire, quoi. Du coup, l'idée, c'est pareil sur cette nouvelle technologie, c'est de dire, OK, où est-ce que je me fixe mes limites à ne pas dépasser. Et ça, enfin, moi, je suis assez convaincu et globalement, c'est notre manière de fonctionner chez nous. C'est on teste, on va jusqu'aux limites du truc et puis on voit après ce qu'on en retire ou pas. ChatGPT, on a beaucoup joué avec, effectivement, pour plein de choses différentes. Et puis on se dit, tiens, ça, pour ça peut être pas mal, pour ça, non. Et puis on garde en fait ce qu'il y a à garder dans les technologies. Et je pense que c'est en pratiquant, en se faisant une idée. Et c'est pareil pour tous ces nouveaux outils, en fait, hein, finalement, d'essayer. Sans expérimenter, c'est compliqué de savoir quoi en garder. Bon, plutôt positif et plutôt finalement pas d'inquiétude, hein. La technologie arrive, mais on essaie également derrière de faire en sorte que l'humain soit toujours central finalement dans ses actions et ses activités. On en revient à ça, c'est l'humain, c'est l'outil au service de l'humain et pas l'inverse. Exactement, tout à fait. Bah, écoute, on va transiter sur ça vers une session questions-réponses. Alors, je ne sais pas s'il y a Oui, déjà exactement. des questions en ligne, mais Oui, ce que je vais vous proposer, c'est effectivement d'avoir, de prendre les questions des différentes personnes. Peut-être si Vandril veut intervenir aussi sur ces quelques réactions online. Ce que je pense, moi, personnellement, c'est qu'on est dans une ère où l'IA est vraiment partout aujourd'hui. On entend parler de ça tous les jours, que ce soit avec Copilot, que ce soit dans les séries, que ce soit dans les films, même quand on allume les news, on n'entend parler que de ça. Et je pense qu'il y a un vrai truc à faire autour de l'éducation, autour de l'IA. Et nous, chez Sonepar, on a planifié pour le 2e semestre 2023 de mettre en place des workshops éducatifs en fait, autour de l'IA pour justement dédiaboliser tout ce qui est dit autour de l'IA. Comment est-ce qu'on peut montrer qu'il y a des choses bien et que c'est pas quelque chose qui va nous voler notre travail plus tard et sortir un petit peu du cadre, oui, Minority Report, Black Mirror, comme catastropher l'IA comme on en a un peu tous les jours en ce moment. Voilà ce que je pense. Donc je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses à faire, mais avant tout, il va falloir éduquer les populations parce que nous, on est éduqués, on vient à ces workshops, on suit, on a fait des veilles technologiques autour de tous ces sujets. En revanche, on va dire l'employé moyen, c'est pas du tout le cas. Voilà. Merci André pour cette intervention. J'espère que tout le monde a pu entendre cette intervention. Donc l'idée effectivement chez Sonepar, c'est notamment de s'approprier, c'est encore le même sujet, hein, on tourne autour, hein, comme le disait Paul, s'approprier notamment, là c'était l'exemple des IA, puis le parallèle avec Black Mirror, c'est d'actualité, il y a une nouvelle saison qui vient d'arriver. C'est très bien. Qui est très bien, effectivement, même si elle est relativement décriée. Mais effectivement, c'est intéressant de voir ces parallèles-là. Et l'idée, c'est on porte à tous. Et j'aime bien l'idée aussi des sessions d'idéation autour du sujet, quand même, pour accompagner le collaborateur avec de la proximité, ou qui peut être faite dans un environnement physique ou digital. Et je pense qu'en distanciel, là, du coup, ça devient très compliqué pour travailler sur ces sujets-là. Donc, je pense que ça doit être fait en petit comité et peut-être plus dans un modèle, effectivement, en lien avec la productivité. Qu'est-ce qu'on peut en faire quotidiennement? Ce qui va m'amener aussi la question pour nous tous, alors à commencer par la table ronde. Si on devait imaginer un cas d'usage, chacun dans vos quotidiens, dans vos organisations, autour de ce type d'environnement,
vous arrivez à vous projeter, vous, sur qu'est-ce que ça pourrait vous apporter quotidiennement? Alors, pour certains, ils en ont déjà fait l'expérience. Je pense à Mathias, notamment, Baptiste, parce qu'ils l'ont déjà partagé. Puis Baptiste, ça fait partie de vos métiers. Toi, Paul, tu avais des idées assez précises sur ce que tu pourrais tirer autour de l'idée de BA Room, d'avoir la capacité de remettre un produit, une solution, un sujet, un projet au centre du monde digital qui pourrait se mettre en mesure. Tu avais imaginé d'autres cas d'usage, toi, de ton côté, pour ton organisation? Alors, je pense que c'est effectivement sur l'organisation projet, c'est alors petit ou gros projet, peut-être commencer par plus petit et après plus gros, c'est pour moi le premier cas d'usage qui me vient à l'esprit là-dessus. C'est-à-dire nos projets pour le moment, effectivement, vont toucher beaucoup de gens à travers le monde. Les équipes sont souvent assez dispersées et donc ce type d'outil va vraiment nous aider à réussir à remettre tous les champs, effectivement, dans un endroit dans lequel ils peuvent aller, dans lequel ils peuvent discuter. Donc moi, j'y crois énormément pour justement éviter les différentes petites conversations qu'on a à droite et à gauche et recréer cet esprit projet. Avoir un chef de projet qui est capable d'animer un tout petit peu aussi ses équipes. Donc pour moi, je pense que c'est très important. On n'est pas une entreprise où le côté, ce que vous avez fait, effectivement, l'escape game ou le murder, je ne pense pas que ça soit la première chose qui passera. Ça doit venir après. Peut-être qu'on est moins mature, effectivement, que les CSM Microsoft pour le faire. Mais projet, clairement, mettre les gens ensemble dessus, avoir des salles dans lesquelles on va avoir des thématiques, là aussi, sur lesquelles ils pourront aller. Cette capacité, effectivement, de créer de la réunion et de sûr que la réunion qu'on va faire va attirer les gens véritablement. Parce que là aussi, combien de personnes se branchent sur la réunion et puis c'est même plus du multitasking puisqu'ils écoutent même plus la réunion. C'est juste, ok, je dois être là, je vais là. Et puis, voilà, c'est ça. Et si j'entends Paul à un moment ou à un autre, j'espère que c'est pas moi et que c'est un autre Paul dans l'organisation. Voilà. Et combien de fois on a ah désolé, j'étais pas suffisamment concentré. Est-ce que tu peux répéter ta question? Ça veut dire que la personne depuis le début n'a rien écouté, quoi. Et là, ce genre de choses, effectivement, moi je pense, doivent nous aider à gérer ce problème-là, en tout cas en partie. Très intéressant. Et ce que tu disais, je t'en prie, Mohamed. Non, vas-y, je te laisse réagir et puis je prendrai. Oui, en fait, plus que réagir, je voulais compléter sur ce qui t'avait amené à ce constat-là, c'est que toi, tu avais vu la limite, la puissance d'abord de Microsoft Teams, des canaux et de tout ce qu'on peut réaliser au sein d'un canal pour organiser un projet avec les différentes tables, l'écosystème qu'on veut mettre à contribution. Tout à l'heure, Baptiste, tu parlais des whiteboards ou tout un tas d'autres solutions. Mais la limite également que ça représente, et que finalement, attacher un petit complément qui serait un monde qui serait attaché à ce projet-là et qui permettrait d'unifier tout ça, mais de manière physique, tout en étant dans le digitalisé, eh bien, ça aurait du sens. Je peux refaire un top 5 quand je fais un projet. Là, je ne peux pas faire vraiment de top 5 parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que qu'il y ait 5 minutes, vraiment pas pour discuter des choses, mais pour dire voilà, je fais ça, toi tu fais ci, etc. etc. Donc, et là, je peux faire ça par exemple. Je peux faire ça et ça change tout. Ça change tout parce qu'effectivement, cette espèce de truc routinier qu'on a fait, j'espère, pour être un tout petit peu explosé, clairement, et qu'on revienne à quelque chose de plus pratique pour les gens. Moi, je pense que nerf de la guerre, concrètement, c'est l'adoption. Il faudrait vraiment qu'on puisse mettre cette technologie entre les mains des utilisateurs. Alors, je sais qu'à chaque fois qu'on parle d'IA générative, on ne parle que de ChatGPT, sachant qu'il existe 100 milliers d'autres outils en parallèle qui font toute autre chose et qui n'ont absolument pas la même manière de l'utiliser. Donc aujourd'hui, la manière dont on va poser la question à un moteur de recherche ou un moteur conversationnel, elle dirige complètement la manière dont on va recevoir la réponse. Donc il y a déjà cet aspect-là d'approche sur laquelle, et ça c'est un petit peu pour répondre à ta question, hein, Vendry. Et deuxièmement, c'est comment on aborde finalement cette transformation de l'entreprise, mais en passant par les métiers. Parce qu'aujourd'hui, on va avoir des cas qui sont très spécifiques. Moi, je discutais avec des départements juridiques, RH, etc., qui se posaient des questions de comment je pouvais l'appliquer aujourd'hui dans mon métier. Et finalement, quand on parle, on t'entend, hein, Vendry, pas réagir.
Donc là, je pense que la connexion est rétablie un peu. Non, mais Et oui, ce que je veux dire, là où je suis d'accord avec toi, c'est que nous aussi, on est en train de faire des recos avec le légal, avec la cybersécurité, avec l'IT, pour être sûr que l'implémentation potentielle de Copilot dans le futur ne va pas poser de problème en interne par rapport à tout ce qui est sécurisation des documents. Et comme on a beaucoup de documents qui sont confidentiels, on ne peut pas se permettre de mettre dans les mains des associés Sonepar un outil aussi puissant, si tant est qu'il le soit comme dans les démos. Un outil aussi puissant s'ils savent pas l'utiliser. Donc je pense que l'adoption est même pas clé, elle est majeure. pour vraiment conclure sur ce sujet, nous, on a recensé une liste de use cases qui étaient par métier, etc., où on voyait finalement qu'à chaque fois, c'était les mêmes problématiques finalement qui ont été rencontrées à 3-4 ans où les IA génératives n'étaient pas encore complètement démocratisées. Donc il y a souvent cette notion qui revient de dire comment je m'appuie finalement sur quelque chose de concret aujourd'hui en termes d'information, en termes d'interaction, pour remédier aux problèmes que j'ai eu il y a quelques années que je n'ai pas réussi à résoudre. Et c'est là, au final, que le métier va améliorer son sentiment de confiance envers les outils. Il y a les sujets de la culture d'entreprise, il y a les sujets de la marque employeur, il y a les sujets du recrutement aujourd'hui, comment on arrive finalement à trier tous les CV à un RH. C'est un petit peu ça la question qui se pose. Comment j'arrive à recruter la meilleure personne en m'appuyant finalement sur une IA générative qui va m'aider à filtrer les informations que je souhaite, à appliquer les bonnes règles de mon entreprise. On a parlé tout à l'heure de matériel, à attribuer le bon matériel, à distinguer le bon mode de fonctionnement au mode travail, télétravail, bureau, pas bureau, etc. Comment j'arrive à créer un écosystème grâce aux IA génératives. Donc tout ça pour dire que finalement, on est dans une ère où je pense que ces technologies-là, elles vont venir personnaliser de plus en plus la transformation digitale des métiers. Une bonne conclusion, effectivement, sur ce sujet-là. Et on voit que ça fait parler des IA génératives, parce que même sur un événement autour du métavers, effectivement, on en vient sur ces sujets-là. Et l'idée aussi à terme, c'est de pouvoir intégrer dans cet environnement, vous l'avez bien compris, comme on parlait tout à l'heure des assistants, ces IA aussi, c'est d'aller toucher ce type de solutions et ce type de processus. Est-ce que parmi nous, il y a des questions autour pour les 4 experts, notamment autour du sujet? Ça vous fait penser à des cas d'usage? Ça vous fait réfléchir? Moi, je vais peut-être parler d'un cas d'usage que j'ai rencontré il y a 2-3 ans. Alors, je ne sais pas si la solution existait. En tout cas, moi, je ne connaissais pas nécessairement Vitivio, mais c'était un afterwork recrutement où on avait une centaine de personnes qui devaient se connecter sur un lien Teams pour participer à des présentations et ensuite avoir des échanges un peu plus personnalisés avec les recruteurs. On avait consulté une agence web qui nous avait fait un devis à 150 ou 160 000 euros pour avoir une solution moitié moins satisfaisante. On n'avait pas donné suite. Et finalement, on avait juste une page web avec salle 1, salle 2, salle 3, parce qu'à l'époque, il n'y avait même pas les breakout rooms dans Teams. Aujourd'hui, typiquement, voilà, moi, je vois parfaitement comment on aurait pu faire les choses. On aurait pu avoir une map un peu personnalisée qui pourrait refléter nos locaux, notre environnement de travail. On aurait pu impulser la dose de fun qu'on aime avoir dans ce genre d'événements et puis voilà, sur une expérience qualitative pour tout le monde. Ça aurait pu. C'est un bon exemple et c'est pour ça que c'est un des sujets que je citais tout à l'heure parce que c'est peut-être le cas d'usage auquel on croit le plus. Parce qu'en plus, c'est intéressant de voir que on imagine beaucoup de cas d'usage en interne avec ce type de solution quand on arrive à se projeter, ce qui n'est pas toujours évident, et ça on le conçoit. De dire, OK, moi j'ai mis de l'hybrid workplace, j'ai fourni des PC mobiles ou différents devices mobiles à tout le monde. Maintenant, je les maîtrise un petit peu parce qu'on a mis en place les guidelines, on a tous adhéré, ils ont signé les chartes. Et puis là, on parle encore d'autres choses parce que finalement, tout ça, ça m'a fait casser un lien qui existait entre mes collaborateurs. Alors là, c'est quand même un peu fort après tout ce qu'on avait dit. Donc effectivement, nous, on accompagne à trouver ces cas d'usage. Et celui-ci, c'est un des rares cas d'usage qui est porté vers l'extérieur. On pourrait imaginer même des sessions partenaires, des sessions clients, on pourrait imaginer tout un tas de choses. Mais celui du recrutement, il est par essence intéressant parce qu'effectivement, on va proposer une véritable expérience et un parcours de recrutement complètement identifiable dans cet environnement physique. Donc la salle de conférence, comme on disait tout à l'heure, où on présente, on échange de manière assez large. Donc ça s'apparente à ce que tu as fait, Mathias, à ce moment-là. Il y a certainement une présentation un petit peu institutionnelle, un petit peu globale, pour ensuite avoir différentes breakout rooms ou autres dédiés.
Et bien là, on pourra avoir ces salles de réunion et on pourra designer complètement l'environnement, comme on disait tout à l'heure, avec Baptiste notamment. Et puis moi, ce qui me plaît bien, c'est aussi la notion d'ambassadeur. Et pour adhérer, parce que dans un entretien de recrutement, ça, on l'a jamais, c'est ce côté culture d'entreprise. OK, c'est bien beau sur le papier, bah forcément, on est tous la meilleure société pour recruter le meilleur candidat. Et bien finalement, les ambassadeurs, les collaborateurs qui sont au sein de l'organisation quotidiennement, peuvent nous renseigner davantage, peuvent nous donner et nous permettre d'expérimenter un peu, d'éprouver un petit peu le feeling, et même finalement les typologies de profils qui sont dans la compagnie, parce que généralement on va trouver quand même des typologies dans les différentes compagnies. Donc ça, ça a du sens, c'est assez intéressant, et c'est un des cas qui est aussi ouvert vers l'extérieur, qui nous fait dire que ces solutions quand même ont de l'avenir, et maintenant, tout ce qu'on peut faire, et comme tu disais Mathilde, c'est de tester et d'apprendre par des petits groupes de travail autour de ces sujets-là. Un cas d'usage auquel j'avais aussi pensé, qui est, nous, on est dans un processus où on a racheté une entreprise allemande, elle a une grosse entreprise, et on a un processus d'intégration. Et donc, avec des équipes, alors je pense à l'informatique, puisque ça nous arrive à nous, mais dans d'autres équipes aussi, où forcément les équipes se mélangent, etc. Donc, il y a des nouveaux organigrammes, il y a tout ce genre de choses qui arrivent. Et comment fait-on pour effectivement réussir à créer du lien dans ces différentes équipes, sachant que bien évidemment c'est pas du tout géographiquement là, il y a des gens à Timisoara, en Algérie, en Tunisie, partout dans le monde, quoi. Et ce genre de produit peut vraiment aider justement à casser cette première glace aussi, parce que on a absolument besoin que les gens puissent se parler, et malheureusement on ne pourra pas faire autant d'événements qu'il y a de nouvelles équipes, enfin d'événements physiques, je veux dire, qu'il y a de nouvelles équipes, c'est clair, on ne pourra pas. Et de toute façon, quand bien même on pourrait faire, ça sera des plus gros événements, et puis on sait que les gens ils restent entre eux dans ce cas-là, etc. Alors que là, finalement, un espace, la capacité de bouger, de boum, taper dans toi, et toi tu fais quoi? Ah d'accord, ok, machin, j'ai vu ton nom passer dans les organisations, je voudrais juste savoir si finalement tu me piques mon boulot ou pas, quoi. Parce que c'est ça, hein, quelle meilleure façon que, voilà, et il y a une forme de spontanéité là, qui évite effectivement de prendre un rendez-vous, de machin, etc. Je suis assez positif sur ce genre de cas d'usage aussi. Ouais, c'est hyper intéressant, effectivement. On l'avait regardé tous ensemble lors de l'Immersion Club édition 1 en mars. Sur la Teams Factory, on crée beaucoup d'expériences différentes. La gestion de projet qu'on a vu avec SAP notamment, on a vu d'autres sujets. Le onboarding, c'est le véritable casse-tête de toutes les équipes RH aujourd'hui. C'est parce que c'est là que tout se joue dans les premières minutes, dans les premiers instants dans l'organisation. Tu parlais tout à l'heure aussi d'être capable, le bon matériel, le bon mode de travail pour le bon service et le bon collaborateur. Mais ça fait déjà pas mal d'algorithmes à résoudre. Et l'idée, effectivement, c'est d'aller chercher des expériences qui vont favoriser cette intégration. Et c'est exactement, c'est un sujet sur lequel on est sollicité énormément en ce moment. Ouais. On a Neo, qui est une application d'onboarding qui permet effectivement de voir toutes les tâches du collaborateur, son service et des choses-là qui sont développées avec Teams Factory. Et donc l'équipe Witivio qui crée des applications sur mesure. Et au-delà de ça, c'est comment en plus de cet outillage, tu peux en créer une expérience effectivement qui va être probante, immersive, et donc qui engage le collaborateur. Ouais. Et donc c'est intéressant de voir que vous aussi vous avez ces approches-là, cette idée-là, et surtout sur un rachat, parce qu'on ne voit pas forcément tout de suite cette typologie de cas d'usage. Alors que là, effectivement, c'est assez probant, comme tu l'expliques, de se dire, oui, il y a même des choses qui nécessitent encore plus de spontanéité qui ne pourront jamais se passer sur une machine à café dans ce genre de registre-là, mais qui sont des questions que tous les collaborateurs se posent et qui vont être pesantes quotidiennement si elles ne sont pas résolues. Donc, c'est très intéressant. Merci à tous d'avoir participé. Bien évidemment, on vous proposera d'avoir quelques éléments complémentaires et d'avoir une restitution globale de tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui très prochainement. On vous remercie à distance et puis en présentiel pour ceux qui ont fait l'effort de venir.